et l'adresser à son ministre, je pense que nous n'aurons pas su. Mais le problème, c'est que, à entendre parler certaines personnes, il n'est pas évident que le directeur général du Trésor, Albert Ngondo Papa, je crois qu'il n'est pas dans le nouveau monde. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est capable de faire un texto, de faire un courriel? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il est capable lui-même de saisir le courrier avec son laptop et l'envoyer directement, enfin en mettant le cachet et l'envoyer directement en le scannant, en l'envoyant à son ministre? C'est ça le problème. Donc vous voyez qu'on a des analphabètes en matière de TIC et cela fait que bon, on est passé par le chemin classique qui consiste à signer un courrier et de le remettre à un facteur ou un agent chargé du courrier. Donc, je peux bien comprendre que, pour répondre à votre question, le gouvernement, au regard, n'est-ce pas, du passif, au regard de tout ce que vous connaissez, vous et moi, se sent quand même gêné de dire aux fonctionnaires, vous savez, c'est une question parfois de souveraineté, ah bon, vous savez, nous ne pouvons pas vous payer parce que nous avons des échéances de remboursement à respecter. Ça sonnerait très mal, surtout dans un pays comme le nôtre, où vous savez que l'État est le plus grand employeur et tenant compte des antécédents auxquels je viens de faire allusion, je crois que le gouvernement ne pouvait pas se donner cette liberté de communiquer. Encore faudrait-il savoir que nous sommes au courant cette fois-ci parce qu'il y a eu peut-être une indélicatesse ou alors le courage ou alors la naïveté de celui qui était chargé de dispatcher ce courrier. Mais il y a déjà eu certainement par le passé, parce que je dois vous le rappeler, hein, qu'il y a eu une lettre, je pense, il y a 5 mois ou 4 mois, par laquelle la direction générale du Trésor informait aussi le ministre des Finances pour lui dire ah, attention, nous aurons des remboursements. Nous aurons des de remboursement en juin et plutôt en juillet, août et septembre, qui s'élèvent à plus de 107 milliards de francs CFA. Donc, ce courrier n'a pas transpiré, on est au courant parce qu'on fait la presse économique, on est quelque peu informé. D'accord, très bien. Et donc, juste pour finir avec cette problématique, avant que je ne laisse Blanchard poser la question de suite, alors, dans un pays comme la France, lorsqu'il y a eu un déficit budgétaire, en France, tout le monde en a parlé, c'était quelque chose de normal. C'est-à-dire que même pour un grand pays comme la France, lorsqu'il y a un déficit, lorsque les calculs n'ont pas été faits, on en parle à la télévision et on aborde même justement les questions de solutions. Et j'ai déjà justement travaillé dans une entreprise où il y a eu des problématiques pendant 2 mois de retard de paiement. Il y a juste eu besoin qu'on nous envoie un mail pour nous dire que votre paiement finalement ne va pas arriver dans le mois prévu, mais ça va arriver dans quelques jours. Nous regardons cela avec la banque. La première fois, c'était un problème avec la banque des transactions. La seconde fois, c'était plutôt un retard à cause du service administratif qui avait pris du retard. Bon, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre que finalement, on laisse un peu les Congolais toujours espérer, puisque c'est ça qui détruit aujourd'hui aussi la mentalité du Congolais. C'est-à-dire que lorsqu'il va travailler, il ne sait même pas si à la fin du mois, il est sûr de recevoir son salaire. Et vivre avec cette angoisse, c'est un peu compliqué. Mais la question que je vous poserai surtout, c'est comment est-ce que finalement ça se passe? Comment est-ce que aujourd'hui le Congo gère les salaires? Puisqu'on nous parle finalement des dettes, ça veut dire que le Congo emprunte certainement quelque part pour combler les trous. Mais comment est-ce que ça se passe concrètement et comment est-ce que ça devrait se passer dans un processus normal? Bon, allons-y dans un processus normal d'abord, avant d'aboutir à un processus qui paraît un peu bancal. Lorsqu'un pays fonctionne normalement, ce qui devrait se passer, c'est que il y a un budget qui est établi et un budget réaliste. Ça ne veut pas dire un budget fantaisiste avec des chiffres sûrs. On sait que les douanes sont capables de mobiliser un tel niveau de recettes et que les impôts peuvent aussi en mobiliser un niveau bien déterminé. Et puis, bon, vous savez très bien que le Congo est quand même riche avec le pétrole, la manne pétrolière. Bon, si on n'avait pas ces problèmes de remboursement avec Glencore, Trafigura, vous connaissez le problème qui s'est passé notamment avec le pétrole gagé. Nous avons vendu à l'avance nos cargaisons de pétrole. Et ça fait qu'aujourd'hui, même si le marché se comporte bien, on sait que le baril aujourd'hui
vacille entre 80 et 85 dollars. Bon, ça fait que nous n'en profitons pas, tout simplement parce que une bonne partie de notre pétrole est obligée d'aller couvrir la dette avec les traders Trafigura, Glencore. Bon, il y a eu la restructuration de la dette avec la Chine. Oui, bon, mais il y a une partie qui doit quand même être payée dans le cadre de cette restructuration. Et puis, comme nous n'avons donc pas assez de ressources, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes obligés donc de compter sur les recettes à la fois douanières et fiscales. Les recettes fiscales sont, dans un premier temps, été évaluées à 935 milliards de francs CFA. Finalement, le directeur général des impôts, qui, sortant de sa détention à la maison d'arrêt de 24 heures, il a organisé un séminaire autour jumelles, au cours duquel il a dit qu'il pouvait maintenant mobiliser 1000 milliards. Bon, les douanes, on est quasiment dans les 188 milliards de francs CFA. Bon, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, avec la crise économique, c'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes. Peut-être qu'on n'aura pas assez de temps de pouvoir les détricoter parce que on peut faire mieux à la douane, mais s'il y a trop d'exonérations, ça pose un problème. Au niveau des impôts aussi, dans un environnement impacté par d'abord la pandémie à coronavirus, l'environnement même économique consécutif à la crise, s'est ajouté la guerre Russie-Ukraine. Je n'aime pas tellement, il faut que je le dise, je n'aime pas tellement ces parades qu'on utilise toujours pour justifier que bon, c'est parce qu'il y a la guerre du Hamas, c'est parce qu'il y a la crise Ukraine, que bon, voilà, le contexte est difficile parce qu'on voit d'autres pays dans la sous-région, par exemple, qui s'en sortent ou alors au-delà. Donc, le contexte normal aurait voulu que nous ne soyons pas en train de perdre une partie de nos recettes pétrolières, puisque c'est la principale ressource budgétaire qui donc est finalement va plutôt dans les caisses de Trafigura, avec lesquelles on a signé des contrats auxquels je n'ai pas encore eu accès, mais c'est quand même comme des espèces de contrats qui ne sont pas vraiment bénéfiques au Congo. Et alors, le contexte normal aurait voulu que ce soit ça. Mais comme ce n'est pas ça, alors il reste peu de recettes. Peu de recettes avec trop de charges pour l'État. Il y a eu des recrutements. Il y a aussi les charges même de l'État parce que vous avez un gouvernement qui pour moi est quand même dans le contexte actuel. J'ai posé cette question à monsieur le ministre Mongala. Dans le contexte actuel, il y a trop d'institutions pléthoriques qui pour moi ne servent à rien. Il y en a qui sont vraiment républicaines, c'est normal, mais vous avez des institutions comme commission chargée, n'est-ce pas, du NEPAD. Bon, le NEPAD est mort avec Tapumbeki, Bouteflika et Abdoulaye Wade, mais vous avez quand même des commissaires, hauts commissaires au ceci ou cela. Vous avez des institutions, Conseil national de la jeunesse, chargé d'handicap, Conseil national de ceci. Alors, toutes ces institutions budgétaires font que l'État aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens, et puis les ministres, soyons honnêtes, ont des salaires qui ne sont pas fiscalisés. C'est-à-dire les primes, quand je parle des ministres, vous avez leurs émoluments, les primes des conseillers, donc autant de choses qui font que aujourd'hui vit quand même dans une situation assez inconfortable, peu de ressources et trop de charges. Donc, si on est réaliste, je pense qu'on devrait s'asseoir pour essayer d'y remédier. Il y a des gens qui sont dans les services d'ambassade qui m'envoient des informations inbox. Ils sont, pour certains, à 5-6 mois, ils n'ont pas de salaire. Est-ce que vous imaginez si quelqu'un travaille en France, là où vous êtes, ce n'est pas comme chez nous, hein, on peut avoir ça, la solidarité. Ce qui n'a pas été locaux, qui n'est pas à Moninga ou Sangai, mais ce n'est pas ça. Donc, vous avez donc tous ces problèmes réunis qui font que nous nous retrouvons donc dans une situation qui, pour moi, ne va pas en s'améliorant. Oui, on a réussi là, chaque mois, le président lui-même a eu à le dire, hein, que c'est des insomnies pour lui, parce que chaque fois, il faut réfléchir à 2 fois comment est-ce qu'il faut joindre les 2 bouts.
Donc là, c'est bien. Alors je vous arrête juste quelques secondes. Faye, est-ce que tu peux juste muter ton micro, s'il te plaît? Faye, je ne sais pas si tu nous entends. Allez-y, vous pouvez continuer, monsieur Nogo. Oui, merci, désolé. D'accord. C'est bon, je peux continuer. Je Oui, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, donc, on est dans une situation où, oui, on a réglé cette fois-ci, mais le mois prochain, on va retomber, soyez-en sûrs, sur les mêmes travers. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui vit donc des dettes. Des dettes, ce qui n'est pas mauvais. Il y a des États qui le font dans la sous-région. Tous les États ont recours à ce qu'on appelle le marché des titres de la Banque centrale. C'est quoi? C'est-à-dire que ce sont des investisseurs, des sociétés d'assurance, des souscripteurs comme vous et moi. Vous avez un peu d'argent, vous pouvez prêter, n'est-ce pas, cet argent à un État, ça s'appelle le Gabon, et il y a les banques. Donc, sauf que pour notre cas, nous empruntons sur ce marché à des fins de consommation. Parce que quand vous regardez un peu un pays comme le Gabon, et ils se sont endettés pour essayer, n'est-ce pas, de pouvoir peaufiner certains chantiers, de lancer des routes, certaines choses, enfin, des sociétés, renforcer un tout petit peu le tissu économique. Le Cameroun, c'est pareil, mais en ce qui nous concerne, c'est destiné, excusez-moi, à la paie des salaires. Donc, quand on a payé les salaires, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des rentrées. Et l'argent, comme je viens de vous dire, si les députés ont des émoluments qui ne sont pas fiscalisés, les ministres pareil, les sénateurs, tous les hauts fonctionnaires qui animent les institutions de la République, excusez-moi, avec aussi la gratuité, n'est-ce pas, pour certains, de l'eau ou de l'électricité, n'est-ce pas, en ce qui concerne des ministres, et même des salaires très élevés. J'ai fait un benchmark, n'est-ce pas, sur la zone franc, et je me suis rendu compte que les ministres, les nôtres, sont les mieux payés que les ministres ivoiriens, que les ministres gabonais, que les ministres équato-guinéens, que les ministres sénégalais, que les ministres camerounais. Les nôtres sont les mieux payés, ils sont à plus de 10 millions de francs CFA, tandis qu'un ministre ivoirien, il est dans les 3 millions, un ministre gabonais tourne autour de 6-7 millions. Donc vous voyez que nous sommes là dans une situation qui mérite franchement que, au-delà de ce que l'État fait, que non seulement on doit mobiliser de l'argent pour, auprès du marché, pour s'endetter, mais en même temps, il faut qu'on pense à réduire les dépenses. Donc voilà, c'est ce que je peux, n'est-ce pas, dans un premier temps, apporter comme élément de réponse, tout en attendant que quelqu'un puisse rebondir sur un autre aspect. Très bien, merci. Blanchard. Ok, merci Terre Noire et merci M. Ndomo pour ces éclaircissements. Alors, toujours dans la continuité, moi je me reste, si je comprends bien ce que vous venez de dire, le Congo fait souvent recours à des prêts au niveau des marchés, sur les titres financiers dans le marché financier sous-régional pour payer les dettes. C'est ce que j'ai compris par rapport à ce que vous avez expliqué. Oui, c'est-à-dire le Congo, et je suis honnête, ce n'est pas seulement le Congo. Tous les 6 États de la zone CEMA ont recours, n'est-ce pas, à cet instrument aujourd'hui. C'est-à-dire que vous partez sur le marché des titres de la BEAC, vous pouvez, n'est-ce pas, lever des fonds, 50 milliards, 60 milliards. Je crois d'ailleurs que le Trésor congolais était engagé dans une dynamique de lever 60 milliards lorsqu'ils ont écrit il y a 3 mois, je crois, 4 mois, au ministre des Finances pour lui dire qu'il faut absolument qu'on anticipe pour lever 60 milliards parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Bon, en fait, quand on lève cet argent, souvent, qu'est-ce qui arrive aussi? On arrive dans ce qu'on appelle le crédit revolving. Ça veut dire quoi, le crédit revolving? C'est-à-dire que vous prenez de l'argent et en fait, vous êtes obligé encore de payer l'échéance qui arrive. Et le Congo a 3 échéances. Donc, il y a cette échéance du mois d'août, d'août qui vient de passer. Il y a une échéance ce mois-ci. Nous devons encore, d'ailleurs, je crois qu'il y a une échéance qui doit courir à partir du 7 jusqu'au 9. Nous devons aussi payer plus de 19 milliards 21 milliards de francs CFA que nous devons payer. Donc, et il y a encore une échéance qui arrive en septembre. Donc, ça fait que, pour le cas du Congo, nous sommes obligés d'aller sur le marché, n'est-ce pas, comme tous les autres États. Et le problème du Congo, il faut que peut-être je le précise,
c'est que, entre-temps, nous avons eu à prendre beaucoup d'argent sur ce marché. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire que depuis un certain temps, le ministre Ganongo, souvenez-vous, si vous suivez l'actualité économique du pays, il y a eu un emprunt obligataire. Il y a eu en même temps un emprunt obligataire sur équerre. Même si ça s'est passé comme on le sait, les gens, il y a eu des souscriptions, c'est un autre dossier. Alors, ces échéances-là arrivent quasiment au même moment. Et en ce qui concerne ce marché, par exemple, quand le ministre Mongala parlait qu'il y a une autre alternative, l'alternative, c'est que, bon, vous pouvez vous endetter au niveau des banques. Et c'est ce qui s'est passé pour payer ses salaires. Et quand on s'endette auprès des banques, la maturité, non, c'est trop technique. Le délai de remboursement, voilà, c'est plus compréhensible pour tout le monde. Le délai de remboursement, lorsque vous endettez auprès des banques, c'est que vous devez le faire soit en 13 semaines, soit en 26 semaines, soit en 52 semaines. Pas plus. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon financier et technique des ressources courtes. Parce que dans les banques, c'est votre argent, c'est l'argent de nos parents, donc eux, ils ne peuvent pas attendre longtemps. Ça fait qu'il y a donc une pression qui s'exerce sur le Congo pour dire, dans 13 semaines, eh ben, vous devez nous rembourser ce que vous avez pris. Dans 26 semaines, il faut rembourser. Donc, le cas du Congo est que, au même moment, nous respectons le service de la dette à l'international avec Trafigura, Glencore. C'est vrai qu'il y a le pétrole qui s'en occupe. Et on a encore la Chine. Il y a aussi là un truc qui se passe, je crois, en termes de pétrole. Et en interne, c'est-à-dire sur le marché sous-régional, nous devons donc respecter aussi ces engagements. Par exemple, là, on vient de prendre l'argent au niveau des banques pour payer des salaires. Il faut déjà penser à des échéances qui vont arriver très bientôt. Et il y a, n'est-ce pas, les anciennes dettes qui aujourd'hui font l'objet d'une pression exercée sur le gouvernement. Donc, je peux, moi, par exemple, m'en étonner. Hein, le ministre Mongala a parlé de petits incidents techniques. Et même le ministre des Finances, aujourd'hui, à travers son courrier a parlé de dysfonctionnement technique. Nous allons venir. Excusez-moi, certains investisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont des banquiers, ils ont très mal pris cette information pour dire mais on ne peut pas parler de dysfonctionnement technique ou de petits incidents techniques. Il s'agit d'un défaut de paiement. Et ce qui signifie défaut de paiement vous expose à des sanctions. Par exemple, le temps que nous n'avons pas pu rembourser, vous payez des pénalités de 100 millions de francs CFA par jour. Ensuite, la qualité de notre signature se dégrade sur le marché. Ça veut dire quoi? En des termes plus simples, ça veut dire que on ne vous fait plus trop confiance. C'est-à-dire on s'est dit, ah ben le Congo, pour rembourser déjà ce qu'il nous doit, a connu beaucoup de difficultés. Est-ce que je dois, moi, donner mon argent au Congo ou alors le donner au Gabon ou au Cameroun ou au Tchad ou je ne sais pas, à la Guinée équatoriale? Voilà ce qui se passe. Ça fait que donc vous perdez une certaine crédibilité. Et ensuite, vous avez aussi le fait que maintenant, les taux, quand on va vous prêter de l'argent, les taux vont maintenant être plus élevés. Déjà, le Congo, du fait de la situation de notre économie, fait que nous nous endettons auprès de ce marché à plus de 9%. Tandis que le vrai taux est de 7, je crois 7,20%. Donc, vous voyez que nous sommes le seul pays dans la sous-région qui a accès à ces moyens de financement, mais à un taux très élevé. Et il va encore l'être plus à cause de la situation du défaut de paiement. Donc, je n'ai pas compris pourquoi au niveau du gouvernement, on a eu cette tendance à vouloir banaliser en prenant ça comme si c'était quelque chose de normal. Non, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est plutôt une situation qui va encore davantage nous compliquer les choses. Ok, merci Monsieur Alphonse Dongo. Nous comprenons par vos explications que le Congo est vraiment cloué dans les dettes et on vit presque là par les dettes, un peu comme les fonctionnaires congolais aujourd'hui. Comme ils ont l'habitude de le dire, on part seulement toucher le salaire et puis ça part souvent dans les mains
comment on les appelle là, les bailleurs de rue là, ou bien dans les dépenses quotidiennes. Alors, est-ce que par rapport à la situation financière du Congo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Congo est au bord de la cessation de paiement ou bien carrément en cessation de paiement? Non, ça, c'est peut-être exagéré. Non, le Congo n'est pas encore en situation de cessation de paiement. Le Congo est encore un État assez riche qui dispose même des leviers de mobilisation de recettes, mais c'est parce qu'il y a trop de pesanteurs. Il faut qu'on se dise des vérités. Si vous venez à Brazzaville, ou alors les parents peuvent vous le dire, ceux qui sont ici, et je peux vous le confirmer, il y a un boom immobilier impressionnant. Un quartier comme le plateau de 15 ans, même dans les quartiers sud, vous verrez, les gens construisent ce qu'on appelle aujourd'hui appartements meublés. C'est des maisons qui poussent à tout bout de champ. L'État ne fait aucun effort pour essayer de quantifier, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la taxe immobilière. Ces gens font des publicités sur TikTok, sur n'est-ce pas, les réseaux sociaux, et sont connus. Mais ils font une concurrence déloyale, n'est-ce pas, aux hôtels qui, eux, payent la taxe touristique, les impôts, la CNCS et consorts. Donc, il y a des leviers pour pouvoir mobiliser des recettes, mais je comprends. Ceux qui ont, n'est-ce pas, ces immeubles, ce n'est pas vous et moi. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce sont des puissants, donc qui sont un peu comme des intouchables de la République. Donc, il y a des possibilités pour l'État congolais d'avoir de l'argent, dont le Congo n'est pas encore un État en cessation de paiement. J'ai jeté un coup d'œil sur le budget en cours. J'étais quand même estomaqué de constater que ce que l'État congolais attend du secteur minier cette année en termes de recettes, disons, c'est 240 millions de francs CFA. Je me suis demandé, peut-être qu'on a omis un zéro, que ça devrait être peut-être 24 milliards, ou bien 240 milliards. Non, je vous le dis, peut-être que je me trompe. J'ai lu ça dans le journal officiel. Donc, j'ai pu me rendre compte qu'il y a quand même des choses qui ne se font pas dans les normes et dont le Congo n'est pas en faillite. Non, le Congo n'est pas en cessation de paiement. Le Congo éprouve certainement des difficultés parce que je vous ai expliqué qu'au même moment, il faut rembourser un stock de dettes. C'est-à-dire que c'est exactement, pour mieux comprendre les choses, c'est un tout petit peu comme si dans le quartier, voilà, vous prenez une boîte de sardines chez Mamadou et puis vous allez prendre un petit sac de riz chez Abdoulaye et vous êtes allé un peu plus loin à Bakongo, chez Loko, vous avez pris peut-être, je ne sais pas moi, un sac de sel et vous dites, donnez-moi, je vous rembourse. Et bon, quand tout ça arrive au même moment, vous n'avez que un revenu qui est maigre, ça vous donne, n'est-ce pas, des crises diurticaires. Donc voilà, c'est ce qui arrive à notre pays. Donc il n'y a pas, contrairement, n'est-ce pas, à ce que j'ai entendu ici et là, on n'est pas encore en cessation de paiement. On est certes plongé dans une difficulté de rareté de ressources, mais avec vraiment des bons animateurs dans cette équipe gouvernementale, on peut facilement résorber, n'est-ce pas, d'énormes trous en termes de recettes publiques. Ok, nous comprenons par là que en dehors des ressources naturelles, on a encore certaines potentialités qu'on n'exploite pas assez ou bien à bon escient, qu'on pourrait peut-être exploiter pour ne pas seulement dépendre peut-être encore là de nos ressources naturelles ou encore des dettes. Alors, vous avez cité dans vos propos le communiqué, donc moi-même j'ai lu aujourd'hui le communiqué du ministre des Finances, qui qualifie ce défaut de paiement d'un dysfonctionnement pouvant survenir dans le fonctionnement quotidien des services financiers. Est-ce que les Congolais doivent minimiser cette situation comme le fait apparemment le gouvernement? Oui, bon, c'est là où intervient la qualité, n'est-ce pas, des animateurs politiques, c'est-à-dire que savoir communiquer, comme on dit, communication en temps de crise. Aujourd'hui, on est dans un monde, mes chers cadets, mes chers compatriotes, on est dans un monde où tout se sait. C'est-à-dire que, voyez-vous, la lettre est arrivée, tout le monde est au courant, enfin, quasiment l'essentiel des Congolais. Donc, on ne peut plus faire des choses comme si on était dans les années 80 ou dans les années 70 avec des communications qui relèvent un tout petit peu de ce qu'on appelle l'économie politique du marxisme. Non, aujourd'hui, il faut communiquer, il faut dire la vérité aux gens. Donner l'impression que non, c'était un incident mineur,
c'est un dysfonctionnement technique, c'est un petit problème technique, donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose, je viens de vous le dire, qui a des conséquences sur la qualité de notre signature. Je viens de vous dire que nous avons payé, n'est-ce pas, des pénalités. Et je viens encore de vous dire que comme il y a beaucoup de pays qui sollicitent au même moment le marché des titres de la Banque centrale, il peut arriver que le Congo ne soit pas, si vous voulez, une solution excitante. Enfin, que le Congo n'attire pas assez d'investisseurs. Les investisseurs, c'est quoi? Ce sont des gens, des sociétés d'assurance, tous ceux qui veulent bien, qui ont de l'argent et qui disent, nous, on le met à la disposition du Congo moyennant des intérêts. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est normal. Ça se fait comme ça sur le marché financier. Donc, moi, j'aurais voulu qu'on dise la vérité aux gens. Il n'y a pas de mal à cela. Il faut même parfois préparer les gens pour leur faire comprendre que oui, le pays traverse une situation conjoncturelle difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Voici. Donc, donner l'impression que c'est vraiment un incident mineur, je trouve que cette communication à minima ne passe pas dans un contexte où nous avons des jeunes très intelligents, où chacun aujourd'hui a pratiquement un smartphone et où on est informé en temps réel. On n'a même plus besoin d'attendre Télé Congo, Radio Congo, je ne sais pas quoi. On est informé en temps réel sur des choses qui se passent dans la République ou dans le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment pas, je le dis et je le répète, j'ai d'ailleurs écrit ça sur ma page Facebook, c'est pas un incident mineur, c'est pas un dysfonctionnement technique, c'est un défaut de paiement. Et un défaut de paiement, ça veut dire que nous n'avons pas eu d'argent pour payer à date échue ce que nous devons aux autres. Je vais vous rappeler une chose, que les gens ne le savent pas. Il y a déjà eu un défaut de paiement, n'est-ce pas, c'était, je crois, il y a 3 ou 4 mois. Vous savez, ça s'est passé sans que les gens le sachent. C'est une grande banque de la place qui a dû payer à la place du Congo. On avait un défaut de paiement qui commençait à aller dans les 3-4 heures de temps. Et c'est une grande banque de la place, je ne vais pas faire sa publicité, qui a payé à la place du Congo. Et ça s'est passé comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mal à dire aux Congolais que bon, franchement, on est dans une situation conjoncturelle assez difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'État. L'État détient encore ses leviers et l'État d'ailleurs, dans la même situation, a réussi à payer des salaires, à payer quelques budgets de transfert, à payer des pensions. Donc l'État n'est pas mort. Mais je m'étonne quand même que nous soyons encore dans le monde de fonctionnement, de communication des années 70-80. Moi j'ai une question. Blanchard, j'ai une question. Donc ce qui signifie que nous traînons dans le Banalinga là, pour que tu... Bah, ne comme pas comprendre. Ce qui signifie que tu continues à prendre au foot, moi, ainsi de salami oyo. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qui va réserve na biso moko ba fouti ba congolais? To kota ki na pona to kena ki e pa ba banque, to zo ki mala na côté ba banque, on a tout futa, on a pas tout futama. Donc c'est ça. Donc il faut tout le la vérité hein. Donc ils ont bon on a bisauté, nous en a moins Nicolo parce que tu as dit que vraiment bon on a biso, tu sali dengue ba benga kana lopoto gaz et pétrole na biso et qui est pas libéré à trafic Glencore. Donc si tu dozo compter sur la recette na biso donc la recette mini oezo uta pas que ya douane, il y a tout ça ainsi de suite. Donc bon voilà paysanni moké. Le collègue à moké nous a obligé de côté na banyongo. Donc, tout côté de moi, marché marché monétaire ou financier et Afrique et à Katikati. Donc, wana tokena ki uzwa moi bala kuna uzwa kila mais moyen te pona tozongi sa mbongo ya Ghana. Donc, c'est pourquoi tu dois qui moi regarde. Bon, milliards, plus de 30 milliards de francs CFA. D'accord. Donc, la marché wana. Donc, c'est ça. Mais situation la biso ezali parce que peut-être bani kondi bazo sala moi ma qualité ou bazo sala na kondi bazo pesaye ma côté pour na vraiment mobilisation de recettes, diversification et économie na biso ezala moi ma qualité. Exactement. Donc
Voilà, donc voilà, c'est pas problème autour nango sikoyo. Naromatisa bato, na évité Blanchard, na... Enfin, on finit d'abord avec les questions. D'accord, Blanchard. Na posé la question, moi, quand la même question, nous, Bobanaki, pour que bon bateau, bayo, kamanga, la piba, quoi, comprendre. Merci encore de un. Na inga tout na les sous. Donc, l'ok n'ingelo baboué. Donc, na moi, oh, comme toke, ko zomo na ba banque, ba falanga, bisika na bisika, poana, to fout à moi, oyo. Et puis, to rejoint ba banque, on a ba gage, na ba pétrole, na biso, na on a biso à public, poana bon, to les kabongo, ko kamba, hein, ko couvrir trois. Donc, ngelo ba ko moi, to yaka wana, so ki to koki ko jong sa mbonga batute, na be mikolo ko yaka, to ko sali susu ni to kendo luka ko ba banque misusu, pa to defa li susu. Wana ka question na zo tout na quoi. Bon, il faut une vérité, hein. Voilà. Nazalaki kosala mais déjà même na ministre Kanongo, ministre Anoupe azalaki kosala ngo mais ye na maye na ye andeli azalaki kosala ndenge balobaka na lopoto anticipation. C'est-à-dire que avant c'est la dernière momenté. Ce qui a montré que vraiment na ba recette na biso et kokokate donc ye sikoyo azalaki ko anticiper pona ke lozwa mbongo wana et pas ya voilà ya marché financier. Donc voilà et il y a pas quitté. Mais malheureusement, bon, on a évité Moutuna Moutouazana façon naïa. Donc, dès qu'on a biso, ou à remplacer à Lili, il y a l'obinon, il y a Lili Makamou, il y a Koko Tabanyongoanate. Mais malheureusement, ceux qui te continuent à Banyongote, tu ressens la nini. Puisque la recette n'a biso, et c'est qui vraiment. Toute la situation économique peut en beaucoup na biso. Et ils ont dépendre de la situation, il y a un bon comme sous. Donc là, nous avons un Makamboana, il y a Russie-Ukraine, nous avons un Likamboana, il y a guerre, il y a Israël, Hamas. Donc, bref, tout ça vraiment, Ezali, au moment où on est là, Zalaki, tu n'es pas qui Likamboana te. Et pourtant, Zalaki kokota na banyongo. Mais bon, Likamboana, il komona parce que tout simplement, na évité motoaza na politique d'ailleurs donc ministre Ondai y bon a moni que il fallait pas tout côté les sous na banyongo et pourtant sans banyongo wana na évité ce qui sans wana koyaka ndenge to kusala. D'accord, d'accord, mutuna moko na kotika bandeko misusu ba poser na lopoto ngana zo se poser na lingala bongo pona bandeko na biso ba leka bongo ko comprendre pe na makambo mangala. Noko nengo lobi bongo il faut ba recette na biso kota pour que to koka bongo ko zongisa mwa banyongo muke. Mais yo lobi que non e bandaki ko sala ma depuis kala bongo donc to ko kota banyongo mais ba kinde ko anticiper ngo na ministre ba bengi ondeli. Maintenant bandeko misusu ya bamboka misusu basala ka ndenge nini lolo to ko zoneti la Côte d'Ivoire to ko zoneti Ghana bamboke bele Ghana aboya kutu banyongo o mondela pesa ye. Est-ce que eza problème ya corruption te oyo bango bazwaka c'est que ba recette ya oyo kota na ndeki ya l'état bango bakoma ko kabula et que na caisse ya l'état mbongo ezalaka lisusu te eza problème ya corruption mote salaka bongo te noko. Malam olobi Côte d'Ivoire tango bango bazwaka banyongo Côte d'Ivoire tu sala ba vrai placement bazo tonga wa biloko lokola ba route payant tout à fait donc wana les autres qui sont là, on va dire qu'ils sont bons wana. Mais pas na biso, banyongo wana banyongo otozozwa ezali pona nini tozo liakaka bazo futa ba salaire. Soki bozo zwa banyongo pona osala ndenge balobaka consommation et kobota ba intérêt. Donc voilà tozana problème wana c'est ça le vrai problème. Donc ba Côte d'Ivoire, bamboka mususu lokola même Gabon awa. Bazozwa bambongo pona likambo ya production pona ba produire ngo bazosala mwa ba nini mwa ba usine lokola ba Côte d'Ivoire donc ceux qui busali bongo wana ekobota mwa ba intérêt ceux qui ezobota ba intérêt te papa to kozwa mbongo wapi donc problème na biso ya Congo eza donc problème ya peut-être na éviter na boloba nini eza problème ya gestion. Dans mon bozo, côté na banyongo, il faut banyongo wana et pour moi intérêt wana paix et qu'on permette de rembourser petit à petit.
Donc c'est ça le problème. Merci. D'accord. Pour la banque, donc on ne doit pas et pas à banquier. Pas de tout de suite, mais bon, et que wapi. Les autres, quand on n'a pas poche, il va fonctionner. Bon, donc, les autres bottes à intérêt de mon côté, donc, vous êtes encore, sans avoir un sans avoir fin du mois européen, donc il fallait, État, encore, moi, je suis voilà le problème. Ok. Alors, mais ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que la gestion financière du Congo est une gestion suicidaire. Parce que nous savons bien que quand on va emprunter de l'argent, il faut forcément le rembourser avec des intérêts. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer que parce que ce qui se passe, c'est que finalement, c'est ce qui se passe chaque mois. J'explique un peu pour voir si j'ai vraiment compris. Admettons que le Congo va emprunter de l'argent le 25 à la banque. Je prends un exemple. On va emprunter, par exemple, 100 milliards. Une fois que le Congo emprunte les 100 milliards, le Congo va payer la fin du mois. Et le Congo va donc essayer de récolter les recettes là, rapidement, pour essayer de rembourser. Et comme le Congo a emprunté 100 milliards, elle ne va pas rembourser 100 milliards. Elle va rembourser peut-être 110 milliards. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, comme elle a remboursé l'argent, elle n'a plus l'argent puisqu'elle a récolté l'argent des recettes qu'elle a redonné à la banque. C'est donc ce même argent que la banque va encore lui donner à la fin du mois, encore 100 milliards. Donc, chaque mois, la banque se fait 10 milliards de plus, 10 milliards de plus. Et le jour où, finalement, on n'a pas de recettes, on est mort. Clairement. Bon, c'est vrai qu'un pays ne peut pas vivre sans recettes, parce qu'il faut aussi... Je dis qu'on n'a pas de recettes conséquentes, je veux dire. Conséquentes. Oui, bon, oui, peut-être pas des recettes conséquentes, mais c'est qu'il faut reconnaître, un pays comme le Congo est un pays crédible. D'ailleurs, les banques ne donnent pas de l'argent à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'elles-mêmes aussi mesurent le risque, la solvabilité, et donnent de l'argent en fonction de ça. Et il y a des gages qui sont là, notamment, donc, ça peut être des recettes douanières ou des recettes fiscales. Donc, ça fait qu'il y a quand même une marge de manœuvre. Mais la seule chose qui me dérange, c'est que ça devient un cycle. C'est-à-dire qu'on s'endette, même si c'est vrai que dans le cas du Congo, ça c'est peut-être la bonne nouvelle, parce qu'à partir de cette fin d'année, dernier trimestre 2024, il se pourrait qu'on aura épongé toute la dette qui est due à un trader. Je ne sais pas si c'est Trafigura ou Glencore. Il ne faut pas que je dise des bêtises, mais de toute façon, on pourra éponger toute la dette, n'est-ce pas? On pourra respecter tout le service de la dette dû à un trader. Je ne sais pas si c'est Trafigura ou Glencore. Donc, et il y aura un deuxième trader dont la dette sera totalement aussi absorbée au deuxième trimestre 2025. Bon, ce qui fait que si vous voyez bien, je pense qu'il y aura peut-être une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que là, on pourra maintenant disposer d'une bonne partie de nos recettes pétrolières. Je ne dis pas de toutes, parce qu'il y a encore d'autres recettes, certainement. Il faut respecter le service de la dette envers la Turquie, avec la Chine. Donc, ça va continuer, et même avec les banques auprès desquelles on s'endette. Donc, mais au moins, peut-être qu'il y aura un petit souffle qui va permettre que le Congo, je crois, connaisse quand même, respire un tout petit peu et essaie maintenant d'utiliser son argent, l'affecter dans certains domaines. Donc rapidement, si on comprend bien, le pétrole du Congo a été déjà hypothéqué. Le pétrole a été hypothéqué, vous le savez très bien, cette histoire de la situation que nous vivons. Nous n'aurions pas dû la vivre si on n'avait pas hypothéqué notre pétrole, c'est-à-dire qu'on a vendu notre pétrole à l'avance auprès de Trafigura et de Glencore dans les années 2014 ou 2015 ou 2013. C'est cette dette-là aujourd'hui qui nous rattrape. C'est cette dette qui a fait l'objet de beaucoup de discussions entre le Congo et le Fonds monétaire international parce qu'il fallait la restructurer. Restructurer, c'est quoi? C'est-à-dire on essaie d'alléger le service de la dette. Si c'est que nous devons payer, disons, pour prendre un exemple terre à terre, on doit payer à Trafigura chaque mois 2 milliards. Bon, on restructure, on dit vraiment, prenez peut-être 1 milliard. Et puis, si c'est qu'on devait rembourser ça à un rythme qui est très cadencé,
on peut trouver le mécanisme de faire que ce soit un peu souple, ce qu'on appelle la restructuration de la dette. Donc, c'est pourquoi je disais, il est, selon mes informations, sauf si on a accusé un défaut de paiement là aussi, parce que c'est des choses parfois qui sont gérées de manière assez confidentielle, mais si le Congo respecte son service de la dette, c'est-à-dire paye de manière régulière ce que nous devons à Trafigura, à Glencore, il est probable qu'un premier trader aura reçu tout son argent avant la fin de cette année et un deuxième, ce sera au début de l'année prochaine, ce qui va donc permettre au Congo, je crois, de disposer quand même de ressources pour pouvoir éventuellement voilà, respirer. Oui, alors j'aimerais quand même plus d'éclaircissement par rapport à ça. Je pense que si moi je n'ai pas bien compris, il y a certainement d'autres personnes qui n'ont pas bien compris. Lorsque, par exemple, on parle d'hypothèque, par exemple à la banque, quand on prend un crédit immobilier, l'hypothèque c'est de se dire que quand on n'est pas capable de rembourser l'argent, la banque a le pouvoir sur le bien qu'on a. Est-ce que sur le cas du pétrole, donc du Congo, si aujourd'hui le Congo n'est pas capable de continuer à rembourser sa dette, ces entreprises que vous avez citées, Trafigura et Glencore, ont donc le droit de faire ce qu'ils veulent du pétrole congolais? Pour comprendre la dette avec Glencore Trafigura, le Congo avait besoin d'argent. S'est adressé à ces traders, Trafigura, Glencore, pour dire, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Trafigura dit, oui, je peux vous donner de l'argent. Qu'est-ce que vous mettez en gage? Nous mettons en gage, n'est-ce pas, les recettes, nos recettes pétrolières. Ah, d'accord. Glencore regarde, dit, bon, votre rythme de vente est de ceci, donc nous prenons le baril, peut-être, je ne sais pas, 50 $, je donne un cas de figure, hein, je n'y étais pas, c'est ce qui s'est dit, et Glencore, donc tout se négocie, et ça fait que le Congo, les barils de pétrole qui sont vendus à l'étranger, Glencore récupère d'abord son argent, et le reste arrive au niveau de la banque centrale à Yaoundé ou Cameroun. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les gages dans le contexte, pour la banque, pour les particuliers, c'est que vous n'avez pas pu payer, bon, on constate que vous êtes vraiment insolvable, alors nous, on va se charger de prendre soit votre maison, soit votre titre foncier. Non. Dans le cas du Congo, c'est que c'est des choses qui se sont arrangées. Glencore attend son argent au rythme des recettes pétrolières du Congo. Une fois que le Congo a vendu, Glencore récupère ce qui lui revient et renvoie au Congo ce qui reste. Et donc, un arrangement a été fait sous la direction du FMI, du Fonds monétaire international, pour que ce mécanisme-là soit respecté. Donc, voilà comment ça se passe. Ça ne veut pas dire que si nous n'avons pas payé, Glencore se fait déjà payer. C'est pourquoi nous n'avons pas assez de ressources budgétaires. Si vous regardez dans notre budget, vous verrez que le pétrole ne contribue pas, enfin, vous verrez que les recettes pétrolières ne sont pas aussi importantes qu'elles étaient dans les années, par exemple, 2012 ou 2010. Ce n'est pas ça la situation. Vous verrez même que notre budget, qui était quasiment de 3 000 milliards, 4 000 milliards, est aujourd'hui à plus de 2 000 milliards. Donc, c'est tout simplement parce qu'il y a une bonne somme d'argent qui est affectée au service de la dette. Alors, juste pour clarifier quelque chose, hein, lorsque j'ai dit si nous sommes en incapacité de payer la dette, bien entendu, l'argent est récupéré directement dans le pétrole. Mais il y a eu, par exemple, en 2020, la situation du Covid qui a fait descendre le baril du pétrole jusqu'à 1 $. Ça veut dire que le baril ne valait plus grand-chose. Dans ce genre de situation-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque Glencore ne peut pas faire entrer de l'argent, j'ai envie de dire, puisque à 1 $ le baril, ça ne vaut pas grand-chose. Comment est-ce que ça se passe dans ce genre de situation? Je vais vraiment être honnête avec vous. Si je réponds à cette question, je risque de dire des bêtises. Ça, c'est maintenant des secrets. Parfois, ça relève des secrets d'État. Déjà, même, je vais vous dire, pour ces contrats avec Glencore, Trafigura, ils ne sont pas nombreux qui les ont. Même beaucoup de journalistes à Paris nous les demandent, ou bien des économistes qui me les demandaient. Ce n'est pas facile d'avoir accès à ces contrats. Ce que les gens disent, ce que j'ai ouï dire, vraiment ça relève de la spéculation, c'est que il y aurait eu une clause contractuelle qui voudrait dire que si le prix du baril du pétrole arrivait au-delà du montant auquel le Congo a vendu son pétrole à Trafigura à l'avance, eh ben, le Congo et Trafigura ou Glencore se partagent cette plus-value.
je vais être simple. Le Congo décide, dit à Trafigura, chaque mois, sache que je vais vendre tu vas acheter je te cède mon baril de pétrole à 50 $. Et on fait des calculs. S'il arrive donc, pour une raison, comme par exemple le marché aujourd'hui se porte mieux, que le baril coûte 80 $, alors semble-t-il, vraiment je le dis avec des pincettes, je n'ai pas de preuve, mais c'est des experts pétroliers avec lesquels on discute, mais qui ne nous montrent pas des documents, qui nous disent il y aurait une clause contractuelle qui voudrait donc que les 30 $ qui restent Trafigura à 50% au Glencore et le Congo a aussi l'autre moitié. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est prévu dans le cas, comme c'est ce que vous venez de dire, où on a vu donc le prix du brut vraiment être au plus bas? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Ça veut tout simplement peut-être dire que le Congo perd plus de barils. Parce que si il fallait peut-être 100 barils pour supporter le poids de la dette, peut-être le Congo est obligé d'en donner le double, donc je n'en sais rien. Je ne vais vraiment pas dire ce que je ne connais pas. Je vais être honnête avec vous et pardonnez-moi de ne pas pouvoir en dire mieux. Alors, pas de problème. Pour avancer justement dans le sujet, j'ai un petit extrait encore à faire écouter comme on l'a fait tout à l'heure, avant de poser la question. Donc, je rappelle, là, c'était un entretien du ministre Christelle Sassou Nguesso. C'était un entretien avec Brice Aristide Menza, que vous connaissez très certainement. Et donc, je vais vous laisser écouter comme tout le monde et ensuite rebondir. Je vais poser une question ensuite. Au cas du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc des biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet, je tiens à le dire. Les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Alors, donc je tiens déjà à rappeler, le but de ce que je viens de faire écouter, c'est pas surtout d'aborder la question des accords des terres, c'est surtout pour rester dans le cadre et dans l'axe des finances et de l'économie. On vient d'entendre le ministre Christelle qui explique effectivement qu'il y a donc une entreprise Eni qui veut fabriquer du biocarburant avec du ricin. Alors, vous nous avez expliqué ici que justement le Congo empruntait de l'argent pour pouvoir rembourser, finalement, pour pouvoir payer ses fonctionnaires, pour rembourser un petit peu sa dette interne. Comment est-ce qu'aujourd'hui ça peut être possible d'aller chercher des personnes, par exemple, qui sont au Rwanda, qui vont pouvoir apporter de l'argent dans une activité où, je le signale, vous l'avez entendu dans la vidéo, où on va produire du ricin dont toute la production d'avance est déjà achetée. C'est-à-dire que si on produit du ricin, on ne se pose pas la question de savoir si on sera capable de le vendre. On est sur un business où on va totalement vendre à 100% à un client, tout est défini à l'avance. Quel est donc l'intérêt économique d'aller chercher des opérateurs étrangers? Parce que si la question est financière, pourquoi pas donc à ce moment-là s'endetter dans une activité qui va nous permettre justement de produire du bénéfice? Je vous écoute. Bon, vous savez très bien que la question de cession des terres au Rwanda fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tout le monde en parle. Et on peut bien d'abord se poser la question, puisqu'on, dans un premier temps, on nous a dit que c'était à des fins d'exploitation agricole, notamment aussi de culture du ricin. La question qu'on est en droit de se poser, ça en toute honnêteté, moi quand je regarde les agences de rating en matière agricole, je n'ai pas dit que le Rwanda n'est pas un pays à vocation agricole, mais c'est que le Rwanda ne fait pas partie des 10 meilleurs pays en matière de développement agricole. Alors, je vous coupe juste. Cette partie-là, on va vraiment l'aborder
après sur la question vraiment des terres. Mais vraiment, je voulais savoir cette stratégie économique par rapport à ce que j'ai évoqué. Pourquoi aujourd'hui on va chercher des investisseurs étrangers alors qu'on emprunte de l'argent quand il s'agit de payer une dette qu'on pourrait bien donc emprunter si on n'avait pas les moyens de financer une entreprise justement pour cultiver du ricin. Alors, ça c'est vrai, c'est une très bonne question. On peut bien se poser, on peut se la poser en se demandant pourquoi est-ce qu'on ne va pas donc s'endetter sur le marché financier, soit régional ou international, afin de cultiver nous-mêmes dans le ricin que nous cédons donc à notre pays. C'est une question qui est là, même si voilà, c'est étonnant. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du fait que nous allons nous endetter à des fins de consommation. Voilà, on dit que le Congo a la possibilité, n'est-ce pas, d'exploiter le ricin qui est demandé par, n'est-ce pas, comment vous appelez la société pétrolière Eni Congo, et que, comme vous expliquait le Premier ministre, Eni Congo est prête à donner même les semences et voudrait donc lancer ce projet de biocarburant et tout ça parce que le ricin étant demandé sur le marché international. Mais bon, semble-t-il, faute d'argent, il fallait aller créer ce partenariat avec le Rwanda. Mais alors, on peut aussi se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché des fonds sur le marché financier sous-régional pour pouvoir donc exploiter à bon escient et pour nous-mêmes ce projet. C'est une question que moi aussi, je suis en droit de me poser et c'est peut-être pourquoi les accords avec le Rwanda suscitent autant de passion. Ouais. Vas-y, Blanchard. Ouais, juste pour rappeler quelque chose, hein, Monsieur Alphonse Ndongo, c'est un journaliste d'investigation économique et financier qui habite au Congo, donc il n'est pas à l'étranger. Et il a l'habitude d'abord de faire des investigations avant de faire des publications sur sa page. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de débattre sur ces sujets. Parce que je vois des gens qui essaient de s'inquiéter. Non, ne posez pas trop de questions à M. Alphonse Ndongo. Lui, au Congo, vous êtes à l'étranger. Je tiens à vous rappeler que ne vous inquiétez pas. Il nous donne les informations qui peuvent être vérifiées. Donc pour ça, ne vous inquiétez pas. Et nous allons, comme disait tout à l'heure Terre Noire, peut-être bientôt passer dans le deuxième volet, ce qui concerne les affaires du Rwanda. Mais pour l'instant, on reste encore sur des questions financières, parce que ça crée beaucoup d'éléments suite à la lettre au courrier du TPG au ministre des Finances. Alors, peut-être ma dernière question avant de passer, parce qu'il y a G20 et Gautry qui ont posé des questions. Nous pourrions aussi faire monter quelques personnes pour poser au moins une question à monsieur Alphonse, parce que nous avons déjà pris beaucoup de temps pour cette question. Alors, juste avant que tu poses ta question, donc pour les personnes qui ont envoyé les demandes, si vous avez des questions, on va vous faire monter tout à l'heure, mais que concernant le cas des salaires. Si vous avez des questions dans d'autres secteurs, d'autres domaines, s'il vous plaît, il n'y aura aucun intérêt de les poser. Le but là, c'est de poser des questions orientées sur la question des salaires, gestion financière, comme on l'a évoqué si vous avez suivi le live. Donc, on va vous faire monter dès que Blanchard finit avec sa question. Donc, pour les personnes qui ont d'autres questions, vous pouvez retirer vos demandes, vous montrer plus tard. À toi, Blanchard. Ok, merci Terre Noire pour la précision. Alors, monsieur Alphonse Ndongo, vous avez certainement vu aussi cette note où le président de la République il avait convoqué autour d'un comité de trésorerie certains ministres du gouvernement, des directeurs des régies financières et même le directeur de la SNPC. Est-ce que le président de la République avait déjà vu en avance que ça risquait d'être compliqué le paiement des salaires? Pourquoi seulement en ce moment-là il convoque ces personnes? C'est vrai que vous n'étiez pas là, mais il y a quand même cette note qui a circulé sur Internet. Est-ce que quelque chose trimait déjà dans les couloirs des finances au niveau du Trésor congolais? Et la dernière question, peut-être pour terminer avec ma série de questions, que peut-on déduire concernant les finances du Congo? Voilà, ce sera ma dernière question. Et voilà. Oui, bon, vous savez très bien la situation financière du Congo, comme je le disais tantôt, hein, elle ne date pas vraiment d'aujourd'hui. On est même allé au référendum, il y avait déjà des secousses. Je me souviens du Premier ministre Clément Mwamba qui disait qu'à son arrivée, il a trouvé 400 milliards de francs CFA logés à la Banque centrale sur le fonds des générations futures. Donc la situation s'est dégradée parce qu'après, bon, vous connaissez la situation qui a été la nôtre avec, un taux d'endettement très élevé,
des difficultés pour justement engager cette négociation avec le Fonds monétaire international. Pouvez-vous nous rappeler le taux de la dette du Congo par rapport au PIB aujourd'hui? Aujourd'hui, on est, je crois, dans l'ordre de 98%. Ça n'a pas trop baissé, hein. C'est-à-dire qu'on est parti à plus de 112% ou 110, je crois, et on est à 98%, ce qui est toujours au-delà de la norme sous-régionale qui voudrait que la dette n'excède pas 70% du PIB. Donc, on est, il faut le reconnaître, le pays le plus endetté dans l'espace CEMAC. Maintenant, je crois que le Gabon nous y a rejoint parce que le Gabon aussi est maintenant à plus de 70%. Donc, pour donc répondre à votre question, ça fait que la situation que nous connaissons, peut-être parce que il y a eu cette lettre sur les réseaux sociaux, et je crois que le président, plus nous savions très bien, je crois que vous avez suivi, que le président avait nommé le ministre Jean-Jacques Bouillard comme président du comité de mobilisation des ressources, des recettes. Voilà. Voilà, et donc c'est normal que le président de la République ait un œil maintenant sur la situation de la trésorerie. Et je crois que c'est pourquoi il a invité tous les acteurs qui sont impliqués dans la mobilisation de recettes, qu'il s'agisse des registres financiers, mais aussi le directeur général de la SNPC, donc c'est tout à fait normal. Je pense que quand le pays ne se porte pas aussi à merveille, le président a intérêt à jeter un coup d'œil pour affecter notamment les ressources, parce qu'au niveau, quand il y a un comité de trésorerie, c'est pour affecter justement les dépenses, c'est-à-dire les paiements. On dit, bon, écoutez, est-ce que le CHU, on doit donner ceci, et le président peut trancher au regard, n'est-ce pas, de la modicité parfois des moyens ou des ressources. Donc, je trouve que, pour moi, ça rentre dans l'ordre des choses. Il est dans son rôle en tant que président de la République pour le faire. Maintenant, quel est